C'était il y a exactement 5 ans, en 2019, je me souviens derrière moi sur la rue de la Loi, il y avait une voiture autonome qui était en test, elle faisait des allers-retours sur la rue de la Loi et puis la rue Belliard pour voir un petit peu comment elle interagissait dans le trafic bruxellois. C'était il y a 5 ans, entre-temps toujours aucune voiture autonome à Bruxelles et les différents tests qui ont été menés n'ont mené à strictement à rien. Pourtant, si on va aux États-Unis, en Chine, il y a des villes où les robotaxis, les voitures autonomes sont déjà utilisées par de nombreux citoyens comme un moyen de transport à part entière. Alors que faut-il pour que ce type de véhicule se développe en Europe? Que faut-il pour comme aménagement en région bruxelloise par exemple pour accueillir ce type de véhicule? Des questions passionnantes qui mèneront à des réflexions sur l'avenir de la mobilité. On en parle juste après ça. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. À quand les voitures autonomes dans les rues de Bruxelles? On sait qu'il y a des taxis, il y a des voitures, il y a des vélos, il y a des speed pédélec, il y a des trottinettes, j'en passe et des meilleurs. Est-ce si loin que ça, les fameuses voitures autonomes? Dario De Serrano, vous êtes chef de projet chez Espace Mobilité. Merci, toujours un plaisir de vous recevoir. Alors, il y a quelques années, on avait l'impression que c'était l'avenir à très moyen terme en Belgique, les voitures autonomes. On en est où finalement aujourd'hui? Alors, ça a été retardé fortement, mais ici on sent très concrètement un momentum dans le développement des technologies et au-delà du développement de la technologie sur la consolidation du marché et des différents acteurs qui sont présents sur ce créneau-là. On voit des fournisseurs de technologies, des opérateurs de transport, des plateformes comme Uber ou Lyft qui commencent très sérieusement à s'intéresser à ce genre de sujet. Et donc même le fait que le marché se prépare, c'est qu'il y a vraiment un tournant, un point de bascule sur lequel on est en train de s'approcher. Le marché se prépare, mais aux États-Unis, en Chine, il y a déjà des villes où les robotaxis, où les voitures autonomes roulent. Exact, donc il y a plusieurs villes aux États-Unis avec des centaines de robotaxis. Donc un robotaxi, c'est un véhicule style Uber mais qui roule sans chauffeur. Pareil en Chine, il y a plus de 2000 véhicules style robotaxi qui sont en circulation dans des dizaines de villes. L'Europe est un petit peu à la traîne, même si on voit des initiatives commencent à se développer en Allemagne, à Hambourg, à Oslo notamment. On voit des opérateurs de transport notamment qui poussent ce genre de solutions. Et comment ça se fait que l'Europe est à la traîne? Qu'est-ce qui manque? C'est difficile à dire, mais certainement les gros acteurs technologiques sont aux États-Unis et en Chine, pas en Europe. Il y a quelques gros acteurs européens, mais qui sont quand même pas au niveau de ce qu'on voit aux États-Unis ou en Chine. Aux États-Unis, il y a aussi un côté législatif qui est beaucoup plus permissif, donc c'est plus facile de mettre des véhicules sur la route et de commencer des services commerciaux avec des robotaxis. En Chine, c'est un peu une combinaison des deux, des acteurs forts et un soutien constitutionnel, institutionnel de la part des autorités chinoises pour le développement des technologies. En Belgique, est-ce qu'il y a des acteurs justement des voitures autonomes qui sont connus ou reconnus à l'international? En Belgique, il n'y a pas vraiment d'acteurs, en tout cas sur le développement des véhicules. Il y a des développements technologiques sur les capteurs, les lidars, les lasers, mais vraiment sur le développement du véhicule lui-même, non, pas en Belgique. Le retard, il est comblable ou alors en Chine et aux États-Unis, il s'envole? Difficile à dire. Je verrais difficilement une boîte européenne se construire aujourd'hui et réussir à rattraper le retard. Aujourd'hui, on parle de Tesla qui a présenté son fameux robotaxi. Ça marche comment ces trucs-là? Alors en gros un robotaxi comme n'importe quel véhicule autonome, et c'est le cas pour les véhicules sur la route, dans les airs ou même sur l'eau, c'est un véhicule qui est capable de rouler, de piloter seul sans intervention humaine. En gros c'est un gros ordinateur qui calcule tout, qui voit tout grâce à des capteurs qui sont installés autour des véhicules et qui permettent de faire se déplacer le véhicule sans intervention. C'est comme ça que ça fonctionne, avec des capteurs placés sur l'extérieur du véhicule? Ouais. Donc par exemple les voitures c'est des dizaines de capteurs, des lasers, des caméras, des radars, des ultrasons, des micros aussi pour capter les sirènes des pompiers par exemple. Et tout ce système qu'on appelle le système de perception est analysé par le véhicule pour savoir ce qu'il doit faire. Il y a de l'intelligence artificielle aussi à certains moments par rapport à ça? Bien sûr, l'intelligence artificielle permet notamment de mieux comprendre ce qui est détecté par les capteurs. Donc voir, ok, cet objet-là c'est bien une voiture, elle se déplace dans telle direction, à telle vitesse, etc. Et alors ça a vocation à rester des taxis en quelque sorte, ou alors moi j'aurai ma voiture autonome? Alors, le stack de technologie aujourd'hui est très cher, donc ce serait difficile d'imaginer aujourd'hui un véhicule autonome personnel, mais ça va arriver. Ça va arriver, les véhicules ont des niveaux d'automatisation qui augmentent. On parle de 5 niveaux d'automatisation, du niveau 1 au niveau 5. Le niveau 0 est un véhicule sans automatisation. On est aujourd'hui à des niveaux 2, 2+, comme les Tesla. On va inévitablement aller vers des systèmes de plus en plus autonomes. Les bus autonomes, c'est quelque chose qui est possible. On sait que la STIB a fait un petit test dans le parc de la Wolu il y a quelques années.
Ils ont abandonné ce projet-là, mais c'est quelque chose qui est possible, les bus autonomes? C'est possible. Ça existe aujourd'hui. Il y a des constructeurs européens qui travaillent sur ces petites navettes, notamment des constructeurs français sur ces petites navettes autonomes. La difficulté avec le passage d'une voiture personnelle à un bus, c'est la taille du véhicule et le nombre de personnes qui sont transportées, et donc un niveau de safety qui est beaucoup plus élevé et qu'il faut atteindre. Aujourd'hui, les constructeurs s'attaquent plutôt au robotaxi. L'objectif, c'est quand même à terme de réussir à transposer la technologie d'une voiture vers un bus. Et il y a déjà des constructeurs qui travaillent sur peut-être pas des bus, mais en tout cas des navettes, des minibus de 6-8 mètres, et on voit arriver des bus de 12 mètres de manière autonome. Ouais. La sécurité routière, justement, là-dedans, c'est quelque chose, c'est fiable? Tout à fait. Alors, il faudra voir après, d'ici quelques années, le retour d'expérience. Aujourd'hui, c'est encore trop jeune pour dire que concrètement, ces systèmes sont meilleurs qu'un humain. Les premiers indicateurs indiquent quand même qu'en termes de sécurité, ça marche mieux qu'un humain. Ouais. Reparlons un petit peu des technologies. Parlons de Tesla, n'utilise pas la même technologie que Waymo, pour rentrer un petit peu dans les détails en quoi ça consiste. Donc en gros, Tesla aujourd'hui fait le pari de dire qu'un système basé uniquement sur la vision, donc uniquement sur les caméras, est suffisant. C'est le seul constructeur aujourd'hui qui prend ce pari-là. La plupart des constructeurs se basent sur un concept beaucoup plus large avec des caméras bien sûr, mais aussi des lidars, donc des lasers, des radars, des ultrasons, pour avoir une redondance et être sûr que s'il fait noir, s'il y a du brouillard ou une situation où les caméras ne sont pas suffisamment efficaces, que d'autres capteurs peuvent prendre le relais et continuer à rouler de manière sécurisée. Est-ce que les véhicules ont besoin de voiries particulières, d'aménagement de voiries particuliers pour se développer? Pas spécialement. Et c'est le but, c'est justement le pari de ces constructeurs, c'est de dire qu'un véhicule, après une phase de cartographie, quand même, il y a quand même souvent une phase de cartographie d'un environnement qui doit être réalisée au sein d'une zone prédéfinie, une zone géographique prédéfinie. Le véhicule est capable de rouler sans aucune infrastructure, donc sans aucune communication entre le véhicule et l'infrastructure. Ça peut aider. En Chine, par exemple, il y a beaucoup de systèmes d'infrastructure qui permettent de faire communiquer les véhicules avec des feux rouges, par exemple. Ça aide, ça facilite le déploiement, mais c'est pas nécessaire. Le danger principal, en fait, c'est l'autre usager, en quelque sorte. En quelque sorte, oui. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a vu, c'est un des retours d'expérience qu'on a eu avec nos projets à Bruxelles, avec la STIB par exemple, c'est que c'est souvent la communication et l'interaction entre les véhicules autonomes et les autres usagers qui est compliquée. Maintenant, quand on voit un robotaxi de Waymo, donc la filiale de Google, se déplacer à San Francisco, c'est parfait. Il n'y a vraiment aucune hésitation dans sa conduite. Donc même là, l'interaction, la communication entre les robotaxis et les véhicules conduits par des humains ne semble plus poser problème. Merci Dario. Là, on parle du véhicule en tant que tel, mais on va élargir un petit peu, voir un petit peu comment l'espace public sera amené à l'avenir à changer avec ce type de véhicule. A tout de suite. En 2024, on le sait, l'espace public est déjà bien encombré. Le sera-t-il encore plus avec les voitures autonomes? Wanda Debosch, je me tourne vers vous. Vous êtes économiste en transport, vous travaillez au centre de recherche routière. Alors, est-ce qu'une ville comme Bruxelles est prête à terme à accueillir des véhicules autonomes? Alors, on a changé de paradigme au niveau de l'infrastructure par rapport aux véhicules autonomes. Il y a quelques années, on considérait que l'infrastructure devait s'adapter aux véhicules autonomes. Aujourd'hui, on est plutôt dans l'optique que le véhicule autonome s'adapte à l'infrastructure. Mais donc, ça signifie quand même deux choses très très importantes. C'est que, d'une part, on a toute une série de prescriptions qui existent, de normes qui existent en matière de signalisation, en matière de marquage au sol, notamment en matière de géométrie de l'infrastructure, etc., qui sont valables en fait pour tous les véhicules. Eh bien, il faut, a fortiori, que ça soit valable aussi pour les véhicules autonomes. Donc il faut respecter ces normes, respecter ces prescriptions en matière de signalisation verticale, horizontale, etc. Donc ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe auquel il faut être très très attentif, c'est l'entretien de l'infrastructure et l'entretien des assets, notamment la signalisation. Si on a des problèmes, par exemple, de masque de visibilité ou ce genre de choses, le véhicule autonome va avoir du mal à analyser la situation et donc on peut craindre certains risques lors d'un parcours avec un véhicule autonome. Donc il faut être très très attentif aussi à la gestion des assets et à la gestion de l'infrastructure de manière générale. Mais j'ai envie de dire, c'est comme pour tous les véhicules et c'est comme pour tous les usagers. Ça ne change pas fondamentalement ces principes de base. À Bruxelles, on sait qu'il y a de plus en plus de modes. Les véhicules autonomes, c'est un mode qui va s'imposer, qui va prendre de la place. Comment faire alors que une voirie, de façade à façade, elle garde la même taille? Alors, le véhicule autonome, c'est vrai que la technologie, elle est là, mais on a quand même des craintes en matière de congestion.
et en matière de demande de transport. Pourquoi ? Parce qu'on craint que la demande pour ce type de véhicule augmente et que des personnes qui, au départ, n'avaient pas accès aux véhicules mécanisés se projettent et demandent davantage de véhicules autonomes. Or, les véhicules autonomes ne vont pas régler les problèmes de congestion. Donc ça, c'est une chose auquel il faut... En termes de fluidité, peut-être ? Alors, en termes de fluidité, on n'arrivera pas à une situation vraisemblablement où tous les véhicules seront autonomes. De toute façon, on va avoir une période tampon et largement tampon pendant laquelle tout type de véhicules vont se côtoyer, avec peut-être des véhicules plutôt robotaxi ou ce genre de choses, mais avec d'autres modes de transport, avec aussi des véhicules qui sont moins autonomes ou non autonomes du tout. Donc ça veut dire qu'il faut gérer la multiplicité de ces usagers sur l'infrastructure. Et dans l'espace public, justement, on parlait du conflit entre les mobs, l'espace public est contraint. Alors l'espace public est contraint, effectivement. Donc on a remarqué que ce n'était pas une bonne idée d'étendre les villes, d'étendre le territoire. Pourquoi ? Parce que ça suscite davantage de véhicules kilomètres au niveau des déplacements. Donc ça veut dire qu'il faut densifier l'espace. Il faut rester sur un espace urbain contraint. Donc ça veut dire que, étant donné qu'on a de plus en plus de véhicules différents qui apparaissent, des trottinettes électriques, des monocycles, des monowheelers, ou ce genre de choses, des overboards, ou ce genre de choses, ou des véhicules autonomes, eh bien, ça devient quand même très très compliqué d'octroyer une bande réservée à chaque mode de transport. Donc, je crois qu'il faut être beaucoup plus imaginatif avec notre espace public et essayer de le rendre beaucoup plus flexible. Alors, on s'oriente de plus en plus vers des villes apaisées, vers des villes plus vertes, des villes plus calmes. Et donc, la gestion de l'espace public doit être davantage flexible. Ça veut dire flexible. Quoi ? Comment, par exemple ? Flexible, ça veut dire qu'on va octroyer des usages différents à l'espace public en fonction de la période de la journée, en fonction de la période de la semaine, voire de l'année. Comme les rues scolaires, par exemple ? Voilà, par exemple. La chaussée d'Ixelles aussi, piétonnier à certains moments. Piétonnier à certains moments, où il y a des villes dans lesquelles, étant donné les conflits qu'on voit apparaître de plus en plus aussi entre modes actifs, qui bannissent les vélos dans les zones apaisées à certaines périodes pour laisser l'espace public uniquement aux piétons. Mais ce que je veux dire, c'est que par la flexibilité, j'entends cet usage chronotopique de la voirie, donc un usage vraiment beaucoup plus différencié dans le temps. Donc une bande de circulation peut être réservée à la circulation aux heures de pointe, et puis devenir une bande, par exemple, réservée pour les livraisons ou une piste cyclable Ça impose provisoire. Par exemple des changements en termes de signalisation au sol. Alors, on peut travailler sur la signalisation au sol, on peut travailler sur la couleur des matériaux. Comment, par exemple, la signalisation au sol ? Alors, on peut travailler... Il y a des eu LED au sol ? Oui, voilà, il y a eu des expériences qui ont été faites notamment par une grosse société française il y a quelques années sur l'implantation de LED dans le sol, de façon à redessiner en fait l'espace public au cours de la journée. Et donc, on peut passer d'une zone de terrasse à certaines heures, à une zone dédicacée aux livraisons à d'autres heures, etc. Simplement en redessinant l'espace. Alors ça pose des problèmes quand même en matière de sécurité routière, parce que ça suscite évidemment des questions en matière de lisibilité de l'espace public par les différents types d'usagers. Les autorités en Belgique, à Bruxelles en particulier, elles sont conscientes de ces changements qui vont être amenés par ce type de véhicule, ou alors on l'est très peu ? Non, je crois qu'elles sont tout à fait conscientes. Maintenant, comme j'ai dit au début, la technologie, elle existe. Donc, ce qui manque, c'est pas une expérimentation, c'est à un moment, il faut jeter à l'eau, je crois, et il faut y aller, quoi. Il faut se lancer, je crois. Vraiment, je crois que les véhicules autonomes... Alors, je reviens quand même sur le fait que les véhicules autonomes, on peut avoir une demande induite pour ce type de véhicule. Et donc, il y a quand même... un courant qui voudrait que ces véhicules autonomes restent des véhicules partagés, qu'on partage le véhicule, qu'on partage les trajets aussi, de façon à quand même limiter
cette demande induite. Ce qui amènerait donc une diminution du nombre de véhicules de manière intrinsèque. Merci à vous, Wanda, pour ces précisions. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. On va suivre ces dossiers parce qu'on a bien compris, les voitures autonomes, c'est pas pour demain, mais c'est pour après-demain probablement. On sera là, comptez sur nous. Merci à tous et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même tram. Belle soirée.